Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 17 juillet 2024 sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports importants en lien avec la marche de la transition, et c'est ainsi que pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a examiné le rapport relatif à la situation du personnel contractuel du médiateur du Faso, ainsi que des propositions de solutions. Et sur ce dossier, j'invite ici mon collègue, le ministre d'État, Bassolma Bazié. Il y a eu la dissolution des deux institutions, à savoir le Conseil économique et social et le médiateur du Faso. Au niveau du Conseil économique et social, le personnel qui y officiait était pratiquement tous de la fonction publique. Nous n'avons fait que procéder à un redéploiement. Mais au niveau du médiateur du Faso, qui comptait 109 personnes, il s'est retrouvé que parmi ce personnel, 109 personnes, il y avait des agents venant directement de la fonction publique, donc redéployés là-bas, mais il y avait également d'autres agents qui avaient été recrutés par les premiers responsables en complément. Je pourrais me permettre le terme de dire que malheureusement, le recrutement n'a pas suivi les normes des textes qui régissent la vie des fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Ça veut dire que c'est la loi 028 qui porte Code du travail dans notre pays qui a été mise en application dans l'octroi de ces contrats avec ces types d'agents. Nous avons procédé donc à une analyse de comment il faut gérer ce passif social au niveau du personnel pour ne pas créer une crise. Donc la première étape a consisté à redéployer systématiquement tous ceux qui étaient des agents de la fonction publique qui y avaient été affectés. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui possédaient des contrats à durée déterminée. La majeure partie de ce type de personnel, leur contrat à durée déterminée prenait fin au mois de juin. Donc il restait une seule personne parmi eux dont son contrat doit prendre fin le 31 décembre 2025. La troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui avaient obtenu un contrat à durée indéterminée. Et parmi ce groupe également, il y avait des retraités, ça veut dire des agents qui étaient retraités. Je pense que ça doit être des agents de sécurité, de 7 gendarmes, qui étaient retraités, mais avec que l'institution les avait réengagés sur la base de contrats à durée indéterminée. Sur la base de l'analyse des textes qui régissent le monde du travail, eux également, ils ont été libérés. Donc il nous reste en gros 35 personnes. Et parmi les 35 personnes, il y a 34 qui ont des contrats à durée indéterminée et un seul chauffeur qui a un contrat à durée déterminée qui prendra fin en décembre 2025. Maintenant, le Conseil des ministres a donné l'autorisation de gérer ce passif, pas en les intégrant en tant qu'agents de la fonction publique conformément au texte, mais en les redéployant au niveau du ministère de la fonction publique qui pourra les mettre à la disposition de toute institution qui viendrait à poser une préoccupation en besoin de personnel. Parce que la composition du personnel, elle est très diverse. Il y a des journalistes, il y a des juristes, il y a des secrétaires, il y a des chauffeurs. Donc, dès lors qu'une institution est dans un besoin de requête d'une personne pour un service bien déterminé, si nous recevons la requête, nous allons regarder parmi eux et voir quel est son niveau de professionnalisme qui soit capable de lui permettre d'y servir. Et en dernière position, étant donné que c'est un type de personnel particulier, en ce qui concerne leur masse salariale, elle sera tout simplement reversée de façon mensuelle ou annuelle au niveau du ministère de la fonction publique. Et c'est à ce niveau-là que nous allons procéder à leur paiement, ça veut dire les gérer jusqu'à les libérer au fur et à mesure que leur moment de retraite va arriver. Et terminé, je dis, nous avons tiré aussi des leçons. Des leçons à l'endroit de ceux qui sont nommés à la tête des institutions. Une institution qui agit au nom de l'État doit suivre exactement les règles, les règlements, les lois, les décrets qui doivent permettre à l'institution de fonctionner pour ne pas laisser des passifs qui sont difficiles à gérer. Autrement dit, il n'appartient pas à un premier responsable d'une institution, qui soit-il, de recruter des agents dans l'institution en violant les textes à travers lesquels on devait recruter l'agent pour servir l'État. Parce que le premier responsable, il peut partir à tout moment. Et s'il laisse un passif derrière lui qui est difficile à gérer, ça fait des cas de crise sociale. Et là, ce n'est pas du tout bien. Aucun des 35 ne sera licencié parce qu'on a fait également un point. Si c'était un licenciement et payer leurs droits, l'État allait devoir débourser
129 980 970 francs CFA. Donc nous avons préféré, pour ne pas ajouter des crises aux crises, de les garder et de les gérer de façon tactique jusqu'à atteindre leur retraite et puis les libérer. Mais ils vont continuer de servir l'État d'une façon ou d'une autre, quelle que soit l'institution où ils seront affectés. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant Code des douanes qui comporte un certain nombre d'innovations sur lesquelles j'invite ici mon collègue, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le docteur Aboubakar Nakanabo. Le Conseil de ce jour a examiné et adopté un avant-projet de loi portant Code des douanes. Le Code des douanes du Burkina aujourd'hui est un peu dépassé sur un certain nombre de dispositions compte tenu de l'évolution de l'environnement. Et pour cela, il a été procédé à une relecture du code pour faire un code des douanes beaucoup plus moderne, beaucoup plus en phase avec les réalités du moment. Et un certain nombre d'innovations ont été apportées, parmi lesquelles les plus importantes sont par exemple les questions liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que ces questions sont des questions qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Et la douane qui contrôle les frontières a un rôle très important à jouer. Donc ces questions ont été prises en compte pour faire en sorte que nous puissions disposer d'un dispositif beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Également, nous sommes aujourd'hui aussi dans un contexte d'insécurité qui commande que la douane puisse jouer un rôle très important dans la lutte contre l'insécurité, notamment par le contrôle de l'importation des armes, mais également aussi par sa participation donc aux opérations sur le terrain. Et enfin, il a été pris en compte tout ce qui est innovation liée au commerce électronique. Cela va permettre donc à la douane d'avoir un dispositif qui permet de prendre en compte les réalités du marché international et également du marché national, et également renforcer les dispositifs de collecte des ressources, parce que la douane est une régie financière qui a un rôle très important à jouer dans la mobilisation des ressources intérieures. Donc ce nouveau code va permettre de renforcer la collecte des ressources sans aboutir à une augmentation des droits de douane, mais mieux organiser la collecte des droits de douane pour qu'on puisse effectivement faire face aux charges de l'État. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil a adopté un décret portant adoption en qualité de pupille de la nation. Et sur ce rapport, j'invite ici mon collègue le ministre Edasso Rodrigue Bayala. Le Conseil a examiné et adopté un projet qui porte adoption de pupilles de la nation. De 63 enfants mineurs et orphelins. Comme le dispose déjà la loi du 10 juin 2022, qui porte statut de pupille de la nation et qui fixe les conditions pour être reconnu pupille de la nation, a renvoyé à un décret. Le 19 septembre 2023, effectivement, le décret également a été pris qui fixe les conditions et la procédure pour être reconnu pupille de la nation. Il s'agit essentiellement des enfants mineurs et orphelins des forces de défense et de sécurité qui sont tombés sur les champs de bataille ou qui sont blessés. L'incapacité fait de sorte qu'ils ne peuvent plus faire face à leurs charges familiales. Donc ce matin, ce décret qui a été adopté porte adoption comme pupille de la nation de 63 mineurs orphelins. Bien entendu, quelles sont les conséquences du fait d'être adopté comme pupille de la nation? Être adopté comme pupille de la nation emporte gratuité des soins de santé, gratuité des frais de scolarité, gratuité des transports publics, bien entendu avec un soutien moral, matériel et financier. Aujourd'hui, nous appelons effectivement les personnes qui sont, les familles qui sont dans ces conditions, effectivement, qui peuvent déposer une requête auprès du procureur du Faso et la procédure va suivre son cours. Si les conditions sont remplies, bien entendu, il pourrait y avoir des décrets qui puissent reconnaître à ces enfants mineurs comme pupilles de la nation. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un décret portant organisation de l'électrification dans les centres ruraux, avec donc pour objectif d'améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Et pour plus d'explications, j'invite ici mon collègue le ministre Yacouba Gouba. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a examiné un rapport relatif à la situation de l'électrification dans les zones rurales.
De ce rapport, il ressort un certain nombre de difficultés, mais également d'insuffisances qui ne sont pas en faveur du relèvement du taux d'électrification dans les zones rurales. Parmi ces difficultés, il a noté l'inorganisation de certaines localités qui sont sous la gestion des coopératives d'électricité. Il est également à noter que certaines localités qui sont sous la gestion des coopératives n'arrivent pas à mettre en œuvre des plans d'extension. Tous ces éléments ne sont pas en faveur de relèvement du taux d'électrification. Alors, le Conseil a entériné un décret qui va apporter un certain nombre d'innovations. Parmi ces innovations, il y a que le territoire sera désormais découpé en zones administratives qui va coïncider avec les régions administratives telles qu'on les connaît aujourd'hui. Chaque région administrative devra faire l'objet de concessions, d'une ou de plusieurs concessions. Et à travers ces concessions, chaque entreprise privée qui va postuler va arrêter un plan d'investissement et un plan d'extension sur la base d'un cahier de charges. Les zones qui sont des localités sous coopératives d'électricité qui sont dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire qui sont bien gérées, pourront être autorisées à poursuivre l'exploitation de ces zones sous réserve de présenter dans les 6 mois qui suivent un cahier de charges montrant les extensions à opérer et les différents relèvements du niveau qui seront assurés. Toutes les localités qui sont sous coopérative et qui ne sont pas bien gérées, le Conseil a décidé de retirer les dites localités et de les confier soit à la Sonabel ou à une entreprise privée qui va présenter un cahier de charges et s'assurer de la meilleure exploitation de ces zones. Il y a également des coopératives qui ne sont pas sous des COPEL. Le Conseil a décidé que ces localités fassent l'objet d'appel à concurrence ou sous forme d'offres spontanées sur la base d'un cahier de charges. Il faut dire qu'en plus également de ces éléments, chaque coopérative ou chaque entreprise soumissionnaire ou concessionnaire devrait également présenter un cahier de charges qui prend en compte l'usage productif d'électricité. L'usage productif d'électricité, c'est quoi? C'est tout ce qui est activité générative de revenus qui va permettre de mettre en place un certain nombre d'investissements, soit sous forme de forage à grand débit ou sous forme de système d'irrigation, afin de pouvoir permettre à ces populations au niveau rural de pouvoir disposer d'activités génératrices de revenus. Il faut également souligner que le Conseil a décidé dorénavant de mettre fin à la création des coopératives et d'aller vers un assainissement de ces localités. Bien entendu, l'objectif visé, c'est qu'on puisse booster le taux d'électrification rurale qui est aujourd'hui à un niveau relativement faible, c'est-à-dire autour de 5,49%. Pour le compte du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, le Conseil a adopté un projet de décret portant réglementation des servitudes inondables des canaux primaires d'évacuation des eaux pluviales des zones inondables inconstructibles dans la ville de Ouagadougou. Et sur ce décret, j'invite ici mon collègue, le ministre Sidibé. Le Conseil des ministres du jour a adopté au titre du ministère en charge de l'urbanisme un décret portant réglementation des servitudes inondables des canaux d'évacuation des eaux de pluie dans la ville de Ouagadougou. Et il s'agit d'un décret qui porte révision d'un décret existant. Et pour mémoire, lors de l'inondation du 1er septembre 2009, il a été pris un décret qui réglemente en tout cas les servitudes des canaux d'évacuation des eaux. Et il se trouve que dans l'application, un certain nombre de difficultés ont été relevées et aussi du fait que le décret qui avait été pris en 2009 n'avait pas tenu compte d'une étude existante. Alors nous avons conduit une étude au niveau du ministère qui a permis de sérier les différents cas
et de pouvoir adresser chaque canal primaire et barrage, en tout cas les servitudes de ces zones inondables. Donc au niveau des barrages, la distance de 100 mètres est toujours retenue avec des adaptations pour les barrages numéro 2 et numéro 3. Et pour les autres canaux, c'est la distance de 25 mètres qui est retenue. Alors un cahier de charge va réglementer en tout cas ces servitudes inondables et une invite est lancée aux uns et aux autres, ceux qui occupent actuellement ces zones-là, de pouvoir les libérer parce que c'est de leur propre sécurité. Et des orientations aussi ont été données par le président du Faso pour que des zones, des espaces qui sont contigus à ces servitudes-là, on puisse avoir un plan d'aménagement d'ensemble pour pouvoir en tout cas ériger des immeubles pour pouvoir agrémenter les zones qui bordent ces servitudes inondables-là. Donc ce décret en tout cas permet de prendre en compte les réalités du terrain et permettra en tout cas de pouvoir réglementer ces zones-là, de définir des zones constructibles et des zones inconstructibles. Le Conseil des ministres du jour a également pris connaissance en communication orale de la situation de 173 de nos compatriotes qui ont été refoulés, expulsés de la Côte d'Ivoire et qui ont été accueillis à la date d'hier au niveau de la frontière à Yendéré. Ce qu'il faut donner comme précision, c'est que ces 173 Burkinabés sont constitués en grande majorité de femmes et d'enfants issus d'une seule et même communauté. Et bien sûr que leur expulsion s'est faite au mépris des règles élémentaires en matière humanitaire. Le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une mission gouvernementale puisse immédiatement se déporter sur le terrain au niveau donc de Yendéré pour non seulement faire le point de la situation et surtout s'assurer que toutes les dispositions idoines sont prises pour assurer donc un accueil digne et décent de nos compatriotes et que bien sûr toutes les mesures sont prises pour que l'assistance nécessaire puisse leur être apportée. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir des grands dossiers examinés et adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci.